Bienvenue au podcast Rendez-vous de Managers. Ici, c'est Diego et aujourd'hui, je suis avec Karim Dembry, directeur d'ingénierie en intelligence artificielle chez Intact. Bonjour Karim, comment ça va? Salut Diego. Ça va bien? Ça va, merci. Merci pour l'invitation. Ça fait plaisir d'avoir parmi nous. Donc, Karim, si tu peux te présenter à notre audience, expliquer un petit peu ton parcours, c'est quoi que tu as fait dans le passé, c'est quoi que tu fais aujourd'hui dans tes responsabilités? Parfait. J'ai étudié en informatique à l'Université de Montréal. J'ai une maîtrise de l'UDM. Et puis, je suis dans l'industrie depuis 16 ans maintenant. Donc, j'ai fait du développement logiciel. J'ai fait de l'architecture, architecture de solutions. Et puis, j'ai commencé à m'intéresser au domaine du AI, des données et tout ça. Donc, sciences de données. J'ai été architecte de données dans une compagnie de AI. Et puis maintenant, Je suis directeur d'ingénierie intelligence artificielle chez Intact. Wow, belle carrière. Félicitations. Merci. Et puis, je suis en gestion depuis les 3 dernières années. Comment ça a été le saut du technique approfondi vers la gestion? Comment tu as trouvé ça? Le premier constat est que mon calendrier était immédiatement double et triple booké. Le classique, hein? Beaucoup de meetings. Exactement. Mais pour moi, c'était l'évolution naturelle. Et puis, on m'a beaucoup posé la question, étant donné que tu as tout ce parcours technique-là, qu'est-ce qui t'a intéressé? Pourquoi la gestion? Pourquoi pas? Puis, pour moi, en début de carrière, c'était vraiment du développement logiciel. Et puis, quand on devient architecte, c'est comme si on zoom out, puis on augmente le scope. La vue du haut. La vue du haut, et puis continuellement. Donc, pour moi, la gestion, c'était juste l'étape suivante logique. C'est-à-dire que ce système-là qu'on a conçu, il faut le livrer, puis il faut s'assurer qu'il répond aux besoins, puis il faut connaître c'est qui les parties prenantes. Donc, pour moi, c'est l'évolution normale. Je ne vois pas ça comme une coupure. Et aussi savoir pourquoi on développe ce qu'on développe. Exactement. Quand on est trop juste programmeur, on fixe sur le fonctionnement du logiciel, mais on a la tendance à oublier les besoins du client, pourquoi on fait ce qu'on fait, et c'est quoi qu'on cherche à obtenir comme résultat dans la stratégie de l'entreprise, n'est-ce pas? Et ça, je le vois spécialement dans les grandes entreprises, comme chez Intact. Donc, Intact est ma première grande entreprise. Avant ça, c'était des petites, moyennes et start-up. Donc, ça a été quand même un ajustement, un certain choc culturel au début de s'ajuster à ça. Mais j'observe que des développeurs peuvent ne pas comprendre la finalité du projet sur lequel ils travaillent. Et puis, on le voit, dès qu'on fait venir quelqu'un du côté business qui utilise la solution, les gens sont très, très intéressés. Puis ça les motive beaucoup de voir à quel point ça résout un besoin. Non, exactement. Et raconte-moi un peu les défis qu'un gestionnaire comme toi, d'équipe technique, peut faire face. C'est quoi vos défis quotidiens quand vous gérez des jeunes ingénieurs ou juniors ou seniors et des gens très techniques? Un des défis, c'est de garder les gens intéressés. Donc, les gens dans ce secteur-là veulent... Premièrement, c'est un secteur qui bouge très vite, de plus en plus. Beaucoup de nouvelles technologies qui sont disponibles. Et puis, les gens aimeraient travailler avec ça, aimeraient continuer à apprendre. Ils veulent pas être désuets dans quelques années. Donc, ça, c'est quelque chose à gérer, à gérer constamment, de garder... De faire en sorte que les gens sentent qu'ils apprennent puis qu'ils progressent dans leur carrière, en plus de contribuer aux objectifs de l'entreprise. Donc, c'est important de garder ça en vue. Parce que j'imagine que les compétiteurs sont toujours à la recherche d'aller piger des talents chez vous. Donc, c'est pour ça aussi qu'il faut les garder stimulés, motivés. Sinon, c'est facile qu'ils se fassent approcher par quelqu'un d'autre. Puis, comme tu as dit, ça bouge beaucoup. Donc, les entreprises sont souvent en train d'aller faire la rotation du personnel. Exactement. Puis je pense que c'est pour ça qu'il y a aussi beaucoup de consultants dans l'industrie. OK. Donc,
eux peuvent gérer leur apprentissage en choisissant des contrats. Ils peuvent changer de compagnie et décider d'aller travailler sur la nouvelle technologie parce qu'ils veulent l'apprendre, parce qu'ils veulent l'avoir sur leur CV, parce qu'ils veulent pivoter un peu leur carrière. Donc, ça, c'est un avantage que le consultant a par rapport à un employé permanent d'une entreprise. Il y a beaucoup d'autres avantages à être employé permanent, mais c'est quelque chose, je crois, qui motive les consultants à rester dans cette voie-là. Ah, définitivement. Et si on parle de l'aspect, ces gens-là qui veulent être stimulés, est-ce que tu rencontres des problèmes, des conflits entre les membres de l'équipe, ou est-ce que chacun essaie de performer au-dessus de l'autre pour montrer que c'est lui le meilleur? Est-ce que ça peut être une source de conflit dans ces genres d'équipe? Oui, ça peut être une source de conflit. Donc, question de ownership, de qui s'occupe de quoi. Il y a aussi que le travail livré par quelqu'un en IT ou un développeur, c'est quand même personnel. Donc, c'est-à-dire que si on critique un travail qui a été fait, la personne peut se sentir attaquée. Donc, il y a du travail à faire pour dissocier. Puis, écoute, tu as produit un morceau de code. Maintenant, on peut le mettre sur la table, puis l'observer, puis trouver les bons points, les mauvais points. Puis faut pas que ce soit des attaques personnelles. Maintenant, ce code-là, maintenant, est à toute l'équipe. C'est à toute l'équipe de l'arranger puis de le commenter. Donc. Et parce que je me reconnais beaucoup en toi, et un des conflits que j'ai observé des fois, comme tu dis, la personne fait la première base du code. Après, tu as d'autres collègues qui vont commencer à jouer dedans. Ils vont avoir d'autres idées. Ils vont vouloir amener le code dans une autre direction. Et souvent, tu as le premier qui a dit « Hey, c'est mon code. C'est pas comme ça qu'il a été conçu. » Et ça faisait des conflits où les gens, on dirait qu'ils tenaient tellement à cœur son code qu'ils ne voulaient pas que ça diverge de l'idée originale. Et ça, c'est l'habitude d'aller parler aux gens. Non, écoute, on travaille ensemble, on a une équipe, on a tel but à atteindre. Et c'est ça qui a l'importance, je pense, de voir du haut. Que la personne sache pourquoi on fait ce logiciel. C'est quoi le but du logiciel? C'est atteindre objectif X, Y, Z. Donc, c'est pas qu'on t'attaque, c'est qu'on veut améliorer ton code. Et peut-être que l'environnement puis les besoins ont changé. C'est exact. peut-être un conseil pour tout le monde qui travaille en technologie de l'information. C'est facile de critiquer ce qui a été fait avant par d'autres gens qui sont peut-être plus dans l'entreprise ou qui sont peut-être encore. Mais ça a été fait de cette façon-là par rapport à l'environnement qui existait dans ce temps-là. Pour une raison ou une autre, peut-être qu'il n'y a pas eu assez de ressources ou on ne sait pas. Donc, il faut s'abstenir de critiquer parce qu'on ne sait pas qui ça va offenser également. Ouais. Et tu as dit une chose très intéressante. Le contexte, il bouge beaucoup. On sait que le domaine TI, tout ce qui est technologie, ça accélère à une vitesse fulgurante. Donc, la veille stratégique, elle est extrêmement importante. Il faut toujours rester à l'affût. Tout ce qui est nouveau, c'est quoi une nouvelle méthode de développement, des nouveaux logiciels? Comment toi, au sein de ton équipe, vous restez à l'affût de tout ce qui est nouveau? Comment vous gérez ça? Est-ce que à chaque période, vous rencontrez, OK, est-ce que quelqu'un a fait une recherche? Est-ce que vous établissez une période pour regarder qu'est-ce qui se fait? Avec la taille chez Intact de l'entreprise, on a la chance d'avoir des groupes qui font seulement ça, notamment les architectes qui font des market scans de l'industrie pour voir qu'est-ce qui serait bien d'adopter. En même temps, on a aussi beaucoup de scientifiques des données qui, eux, regardent du point de vue AI, c'est quoi les innovations avec les Large Language Models, ChatGPT et tout ça. Et Intact, dans les objectifs stratégiques, veut être le leader en intelligence artificielle dans le domaine de l'assurance. Donc, c'est vraiment un objectif à haut niveau et puis la compagnie investit là-dedans. Et puis, on a un groupe, le Data Lab, de 500 personnes qui travaillent seulement à développer l'intelligence artificielle pour les applications et les processus d'assurance.
Exact. Donc, tout ça aide beaucoup à ce qu'on Tu puisse faire ce scan-là puis à intégrer aussitôt que possible. Et dans l'aspect infrastructure, est-ce que vous devez sûrement collaborer étroitement avec le département TI? Oui. Que vous expliquiez, genre, voici nos besoins, on a besoin de tel réseau, telle puissance de stockage, tel genre de composantes matérielles, carte GPU, etc. Et est-ce que ces gens-là, ils collaborent? Comment vous gérez la collaboration interdisciplinaire ou département? Comment vous assurez la cohésion? Est-ce que ça prend plusieurs gestionnaires comme toi ou on a un qui chapeaute le tout? De la façon qu'on est structuré, on a les scientifiques de données, eux interagissent directement avec les unités d'affaires de la compagnie. OK. Ils regardent c'est quoi les besoins, c'est quoi les problèmes à régler, puis ils proposent comment on pourrait améliorer la situation avec des solutions d'IA et de données. Ah, OK. Ensuite de ça, les scientifiques de données travaillent avec nous, les ingénieurs, pour voir comment on peut réaliser ça. Ça réalise. Et puis, les ingénieurs, on a besoin des architectes parce que c'est eux, au final, qui vont approuver les solutions, qui vont nous permettre de les déployer. Donc, il y a comme une interaction entre ces trois groupes-là. Et puis, évidemment, il y a on n'a pas tous la même interprétation ou la même vue sur le problème. Donc, du point de vue des scientifiques de données, parfois, ça peut être étonnant de se faire dire que ça va prendre un certain temps pour implanter une idée. Oui. Ils peuvent avoir fait une preuve de concept en très peu de temps. Mais d'un autre côté, il y a plusieurs gating, plusieurs étapes de sécurité, approbation à aller chercher. Et puis évidemment, ça ajoute des contraintes. Et je pense aussi que le rôle du gestionnaire, c'est de vraiment comprendre la stratégie de l'entreprise, comme là, tu as dit, être les leaders. Et là, tu dois transformer ça en objectif pour ton département. Et là, je pense que l'avantage d'un gestionnaire qui a un parcours technique, c'est que tu vas comprendre à la fois comment arriver à ton but qui aligne à la stratégie de l'entreprise, mais tu comprends aussi est-ce que c'est quoi qui est réaliste ou non. Exactement. Et puis bon, des fois, je me retrouve souvent à expliquer aux demandeurs, aux projets, le concept que c'est pas moi qui ai inventé, qu'on peut trouver dans tous les manuels de gestion de projet. Il y a trois variables importantes. Il y a les ressources pour faire un projet. Ouais. Il y a le temps que ça va prendre. Et puis, il y a le scope, donc l'envergure du projet. Et puis, la théorie dit que ces trois variables-là sont liées ensemble comme les trois côtés d'un triangle. Oui. C'est-à-dire qu'on peut choisir un côté, on peut choisir la longueur d'un autre côté, mais on n'a plus la liberté de choisir le troisième, sinon c'est plus un triangle. Puis ce que ça veut dire en gestion de projet, c'est, OK, prenons les ressources. Bien, les ressources, c'est le budget, puis les développeurs qu'on a pour faire le projet. Puis ça, généralement, c'est fixe. Ça veut dire que si ça, c'est fixe, toi, en tant que sponsor du projet, tu peux me demander à moi, le gestionnaire, tu peux me dire, j'ai besoin d'un tel scope, et moi, je te réponds, ça va prendre combien de temps? Ou bien tu peux me dire, j'ai besoin de quelque chose pour telle date, et moi, je vais te dire, c'est quoi le scope? Si tu veux décider du scope et de l'échéancier, ben, tu n'as plus un triangle qui existe. C'est plus un projet réalisable, c'est du wishful thinking. Donc, c'est quelque chose que je sens qu'on doit rappeler souvent. C'est la méthode agile malléable. Exact. Est-ce qu'on dit souvent, ils veulent un budget, des ressources et un timeline assez restreint et un scope fixe. Ça ne marche pas. Là. Quelque chose doit être variable. Tu ne peux pas fixer tout, sinon, à un moment donné, ce n'est pas réaliste. Exactement. Puis de l'autre côté, architecture, eux vont vouloir délibérer longtemps sur la solution, puis pas faire de compromis sur le côté qualité ou le scope, sans égard au budget ou aux échéanciers. Mais si on considère pas du tout le budget puis le temps,
ben, c'est un projet qui est théorique ou potentiel, mais c'est pas un projet réel parce qu'il n'arrivera jamais. À un moment donné, il faut mettre des contraintes et livrer. Une contrainte. Ouais. Donc, moi, je suis entre l'arbre et l'écorce par rapport à ça. Et par rapport au scope creep qu'on dit dans la méthode agile, où est-ce que vous avez ce genre de problème où vous définissez, OK, on va faire telle chose, et là, finalement, est-ce qu'on peut ajouter telle chose? Comment? J'imagine que ça doit arriver tout le temps, surtout avec de nouvelles technologies. Tout le monde va vouloir faire quelque chose qui n'est pas dans le contrat. Comment vous gérez ça pour dire à personne, j'aime bien ton idée, mais ce qui a été décidé comme scope, c'est ça, on fait ça. Mm-hmm. Comment vous assurer de faire ces gens comprendre et éviter des conflits dans ce sens? Ça, je le vis présentement parce qu'on travaille sur des solutions qui utilisent ChatGPT et puis les Large Language Models, et puis on veut itérer rapidement. Et puis donc, la situation de scope creep se pose. Ouais. Je pense que, comme pour l'histoire du triangle, en tant que gestionnaire de projet, il faut rester discipliné puis être capable de dire ça, il va falloir le mettre au prochain sprint. De la même façon qu'on ne veut pas être d'accord sur un timeline qui est pas réaliste. Puis, avec le temps, si l'équipe a une bonne cadence de livraison, de livrer de la valeur régulièrement, je pense que ça devient évident puis ça met tout le monde en confiance. Ouais. Mais à chaque fois que les joueurs changent, que des nouveaux sponsors, de nouvelles équipes, c'est quelque chose à refaire, je dirais. Oui, exactement. Tu as dit quelque chose que je trouve intéressant, la partie cadence des livrables, la gestion de la performance des employés. Par expérience, je sais que des fois, on frappe un bloquant et souvent, ça frappe la morale des gens. Ils n'arrivent pas à débloquer à un certain moment, à régler un problème. Et là, la gestion de la performance de ces employés, c'est primordial. Comment, toi, ton expérience, comment tu fais pour s'assurer que les gens ils gardent une bonne performance sans avoir du burn-out, sans trop performer au point que au détriment de la santé, mais en même temps, si tu vois qu'ils commencent à perdre le moral, comment tu fais en sorte pour aller l'encadrer et motiver? Ben, je pense que c'est important de rappeler qu'ils ont le support d'équipe, l'équipe. C'est un travail d'équipe. Donc, en bout de ligne, ils peuvent toujours consulter leurs collègues, collaborer. Et puis on s'ajuste. S'il faut ajuster les échéanciers, on peut le faire. Il faut comprendre c'est quoi le bloquant. Il faut comprendre, il faut faire des brainstorms et puis comprendre vraiment c'est quoi la source du problème. Ouais. Des fois, il y a de l'incertitude. Puis c'est pas tout le monde qui gère ça de la même façon aussi. Il y en a que c'est plus difficile pour eux. Donc, il faut garder le dialogue ouvert. Il faut pas laisser quelqu'un aller partir de son côté pendant longtemps sans avoir de nouvelles. C'est pour le bénéfice et du gestionnaire et de la personne, parce que c'est pas intéressant non plus pour le contributeur bloqué sur quelque chose et puis qui sent qu'il est tout seul là-dessus. Oui, la communication doit être indispensable. Que les gens puissent s'ouvrir et dire les vérités, savoir comment ils se sentent par rapport à quelque chose, essayer de mieux attribuer les tâches, travailler en équipe. Des fois, un cerveau, il bloque, mais deux cerveaux peuvent, ou plus qu'un cerveau, l'équipe, on peut trouver des moyens à dépasser le problème qu'on a. Et puis ça, je pense que ça vient avec le temps, avec la maturité de l'équipe. Oui. Donc, tu as vu les étapes de formation d'équipe, sans doute, dans ton programme de MBA. Et puis, donc, c'est ça. Avec une équipe qui travaille depuis longtemps ensemble, qui a eu plusieurs réalisations, atteint un point où est-ce qu'ils sont très performants, travaillent très bien ensemble, connaissent les forces, les faiblesses de tout le monde, puis se complètent bien, puis ça fonctionne. Évidemment, à chaque fois qu'on modifie la composition de l'équipe, que quelqu'un quitte, qu'on ajoute des gens, on revient un peu en arrière. Et puis ça, c'est un autre point. Des fois, on me propose,
si on peut trouver des développeurs à ajouter dans l'équipe, est-ce que on va pouvoir avoir le projet plus vite? Puis malheureusement, la réponse est souvent, dans l'immédiat, non. Non seulement ça, on va perdre un peu de cadence temporairement jusqu'à ce qu'on revienne au baseline. Et puis là, l'équipe, globalement, est un petit peu moins mature qu'elle l'était avant. Elle n'est pas gelled encore. Ça va prendre un peu de temps. Ouais. Mais c'est un investissement. Puis oui, on va augmenter la cadence plus tard. Oui, l'aspect adéquation de l'employé, le former qui commence à interagir bien avec ses collègues et travailler ensemble. Il ne faut pas négliger ça. Souvent, il y a des gens qui sont plus haut placés, ils pensent qu'on ajoute des ressources, ça va augmenter la productivité. Pas nécessairement ça. Puis, il y a toujours des périodes. Puis des fois, c'est des gens qui ont déjà su que c'était pas le cas parce qu'ils ont travaillé comme développeurs peut-être à un moment donné, mais par la force des choses, en montant de responsabilités dans l'organisation, ils doivent livrer des choses, ils doivent expliquer pourquoi c'est pas livré, puis ils doivent proposer des solutions pour faire en sorte que ça le soit au leadership de la compagnie. Donc, il y a le danger qui tombe un peu dans ce mode-là en pensant que ajoutons quelques ingénieurs, puis ça va être réglé. il y a aussi le défi du bandwidth de communication. Tu sais, on peut... Il y a des limites physiques à un moment donné. Il y a une tâche, il y a une limite au nombre de personnes qu'on peut ajouter à cette tâche-là. Oui. Et si on parle maintenant des ressources, est-ce que vous rencontrez des problèmes de pénurie de main-d'œuvre? J'imagine que ce domaine, c'est très chaud en ce moment. Ça doit être difficile à trouver des talents disponibles parce que tout le monde est déjà soit employé ou bien est-ce que vous rencontrez quand même le problème où vous êtes toujours à la recherche, vous trouvez facilement? Comment ça se passe côté acquisition de nouveaux talents? On en trouve assez facilement. Par contre, c'est difficile d'avoir des gens qui ont beaucoup d'expérience avec ces nouvelles technologies-là parce que c'est tellement récent. Oui, les avancements, là, oui. Et bon, je pense que les institutions académiques aussi ont du mal à garder leurs gens qui se font recruter par des compagnies. Parce que là, il y a effectivement une bulle pour l'engouement pour les ChatGPT et le LLM. Donc, toutes les compagnies essaient d'engager. Oui, j'ai lu qu'ils commencent à mettre en place des programmes universitaires juste pour ce domaine. Ah, j'en doute pas. Ce qui est vraiment important parce que toutes les entreprises commencent à penser à déployer l'intelligence artificielle, les nouvelles technologies, traitement de données et tout. Mais comme tu dis, il n'y a pas assez de talents qui ont beaucoup d'années d'expérience là-dessus ou la formation technique. Souvent, les gens apprennent sur le tas. Ils commencent à prendre des cours à gauche et à droite, mais il n'y a pas un programme. Ça commence à mettre en place. Mais ça fait 2-3 ans qu'ils commencent à mettre ça en place. Ça va être quelque chose de bien là, pour les prochains arrivants au marché du travail. Mm-hmm. Les gens se demandent même présentement si, dans quelques années, ils vont encore utiliser les algorithmes d'apprentissage traditionnels plutôt que seulement utiliser ChatGPT et poser des questions et faire des systèmes autour de ça. Oui, effectivement. Donc maintenant, si on va parler un peu plus de l'aspect technologie, je pense qu'on a la chance de t'avoir parmi nous, on peut discuter mieux. Savoir quelles sont les technologies actuelles et comment un gestionnaire... C'est quoi les conseils que tu peux donner à un gestionnaire pour savoir, comment il peut s'initier aujourd'hui s'il veut exploiter des technologies comme l'intelligence artificielle? C'est quoi que tu conseilles à ces gestionnaires qui ne sont pas dans le domaine? Qu'est-ce qu'ils devraient faire pour se renseigner là-dessus, pour voir qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui n'est pas possible et comment l'utiliser dans leur domaine? Ben, je pense que la première étape est de comprendre ce que c'est, en fait. Ce que c'est un modèle d'intelligence artificielle génératif, puisque ChatGPT fait. Donc, c'est pas de la magie. C'est un modèle statistique de langue qui a été entraîné sur beaucoup de textes, sur l'Internet au complet. Donc,
c'est un peu poser une question à ChatGPT, c'est comme un condensé de aller sur Google, taper des questions, puis passer beaucoup, beaucoup de temps à lire plusieurs réponses. Donc, et ça peut être utilisé, je le vois comme un potentiel d'améliorer les processus en entreprise. Peu importe son domaine, si on est en technologie ou pas, il y a des actions répétitives qu'on fait day-to-day dans le cadre de notre travail et puis qu'on pourrait bénéficier d'utiliser des agents d'intelligence artificielle pour orchestrer puis prendre des décisions à notre place. Quand c'est pas critique. Donc, évidemment, il faut toujours vérifier les réponses qui sont données. Voilà, l'aspect optimisation de processus, je pense que toutes les entreprises commencent par ça. D'autres qui font implémenter pour vendre un produit ou un service final qui utilise l'intelligence artificielle pour optimiser l'efficacité. Mais la partie optimisation de processus, ça, il y a des gros gains pour beaucoup d'entreprises. Pour la gestion de main-d'œuvre, ils n'ont pas besoin d'avoir autant de ressources qui font les mêmes tâches, pas à valeur ajoutée. On peut optimiser ça, automatiser, en fait. Exactement. Puis, il y a toute la discussion autour de est-ce que les gens devraient avoir peur que les emplois soient remplacés. En fait, je pense que ça libère du temps pour vraiment travailler sur de la valeur ajoutée. C'est comme ça que je le vois. C'est certain que certains types d'emplois seront plus nécessaires éventuellement. Ouais. Mais donc, c'est vraiment la prochaine étape que je vois avec des technologies comme ChatGPT. C'est de rendre les processus plus automatisés et intelligents. Oui. Et tu sais, juste un exemple pratique. En tant que gestionnaire, disons, tu écris un courriel. Tu n'es pas sûr. Des fois, il y a des gens qui peuvent passer 30 minutes à comment je réfrase ça pour telle personne, pour s'assurer qu'il comprend mon point de vue. Tu sais, tu peux écrire ton courriel. Tu demandes, bon, je m'adresse à telle personne sur tel sujet. Réphrase ça. Et des fois, ça va t'aider à couper ton temps que tu aurais perdu un bon 15-20 minutes à savoir résumer mon texte, s'assurer que j'ai dit le mot-clé, le message, vraiment, est-ce qu'il est clair pour telle personne? Ça aide à aller faire des résumés sur plein de données au lieu que tu lises tout. Ça peut t'aider, ça peut t'accélérer dans des petites tâches quotidiennes quand le gestionnaire est tout le temps occupé. On peut s'en servir de ces genres de technologies aussi. C'est vraiment un assistant. Oui, exact, c'est ça le bon mot. Une bonne façon de le voir. Puis on n'a pas besoin d'avoir de problème éthique non plus à utiliser ça tant qu'on l'utilise comme assistant pour s'alléger la tâche, explorer des sujets, découper, structurer un sujet. Oui, exact. C'est l'aspect confidentialité de données. Oui. Je ne vais pas vous rentrer trop en détail, mais pour les assurances, il y a des données confidentielles. C'est quoi les enjeux et ou les défis qu'un gestionnaire comme toi, qui dirige une équipe d'intelligence artificielle, comment vous assurez de mettre en place des normes pour respecter les données, pour s'assurer que les données sont bien confidentielles? Parce que beaucoup de gens se posent la question pour la santé, les assurances, tout ce qui est personnel, les gens ont peur pour l'AI. Oui. Premièrement, on a un processus de gouvernance de données très bien établi. OK. Et puis, pour ce qui est d'interagir avec des systèmes comme ChatGPT, il n'y a rien qui sort des infrastructures d'Intact. Donc, on a nos propres versions des modèles qu'on déploie à l'interne. OK. Donc, c'est jamais connecté sur les API. C'est jamais envoyé chez OpenAI. C'est ça ce que beaucoup de gens, ils savent pas. Ils ont peur d'implémenter l'IA parce qu'ils disent, ah non, ils vont avoir accès à nos données et tout. Donc, effectivement, non, c'est jamais envoyé. Ça, c'est un bon message pour ceux qui ont déjà réfléchi à demander au TI d'installer les API ChatGPT pour utiliser à l'interne. C'est un bon message que les gens doivent comprendre que c'est protégé. Donc, on a notre propre version de ChatGPT à usage des employés. Okay. Et puis c'est strictement interdit aux employés d'utiliser
ChatGPT, la version publique d'OpenAI pour le travail, c'est OK. carrément bloqué si on utilise un ordinateur de l'entreprise, mais c'est aussi interdit de le faire sur son temps libre avec des appareils personnels. Donc, OK, non. toutes les solutions sont mises à la disposition des employés, mais ils doivent utiliser celles proposées. Ouais, il y a un bon encadrement pour éviter des fuites des données ou perdre des confidentialités, disons. Exactement. Et là, je me demande, est-ce que vous commencez à utiliser ça pour accès à l'information pour les employés? Parce que, disons, un agent qui vend des assurances, il y a beaucoup de normes, il y a beaucoup de conditions, exceptions, etc. Je me disais, est-ce que on peut parler d'un type de modèle qui s'entraîne sur tous vos manuels, tous les contrats, les conditions de l'AMF, et que l'employé au téléphone, il peut aller taper « Ah, j'ai oublié, c'est quoi la FAQ XX ?» Il tape, le ChatGPT qui est à l'antenne dit « Ah oui, il y a telle condition, telle exception. Est-ce que vous utilisez ça pour former les gens ou les aider à servir les clients? » Je suis en train de travailler sur un projet qui est exactement, précisément ce que tu viens de décrire. Ah oui? Oui. Ah, ça, je trouve trop cool. Ouais, c'est un drôle d'addon. En même temps, j'imagine que beaucoup d'entreprises essaient de le faire, mais c'est exactement ce que tu décris. C'est un assistant pour les agents. Et puis, ça permet de pouvoir répondre aux clients au téléphone rapidement à des questions qu'ils pourraient avoir. Parce qu'effectivement, dans les assurances, il y a beaucoup de clauses, il y a beaucoup de documentation. Donc, il y a beaucoup de matériel à lire pour pouvoir donner une réponse parfois. Donc, on a une solution qui utilise GPT pour aider à ça. Et puis, ça utilise une technique appelée RAG, donc Retrieval Augmented Generation. Donc, un modèle comme ChatGPT est entraîné sur du texte public d'Internet, mais n'est pas expert avec les particularités de ton entreprise et de la documentation interne à laquelle il n'y avait pas accès. Donc, en théorie, on peut prendre un modèle comme ça, puis poursuivre son apprentissage avec des documents privés de l'entreprise. Mais c'est une technique, c'est assez coûteux de faire ça, parce que c'est un gros modèle. Il y a beaucoup, il y a des millions de paramètres à optimiser, et puis ça prend vraiment une compagnie dédiée pour ça, qui a beaucoup de funding pour entraîner ça. La technique RAG, ça consiste à, au lieu de ça, on prend un ChatGPT généraliste, mais quand on lui pose la question, on lui donne beaucoup, beaucoup de contexte pour qu'il puisse nous donner une réponse. Donc, au fond, on le sollicite pour chercher dans notre information à nous. Et puis, en pratique, ça fonctionne très bien, puis c'est pas coûteux à développer ou à mettre en place. Donc, c'est l'approche qu'on prend pour plusieurs projets présentement. Ah, très intéressant. C'est une façon d'adapter à un usage spécifique pour vous. Exactement. Ouais. Donc, c'est ça. On a une solution comme ça pour aider à répondre aux questions sur les polices d'assurance, aussi pour des questions légales. Pensez-vous à optimiser le service à la clientèle? Il n'y a plus d'humains. Est-ce que c'est envisageable, ça, dans l'avenir? C'est un robot qui va commencer à répondre par texte des clients qui veulent poser des questions. Comment vous voyez ça? On a déjà un assistant numérique, un chatbot pour ça, mais rapidement, les appels sont quand même envoyés à des agents pour s'assurer de la justesse de la réponse. Donc, ça, c'est... Il y a quand même des défis encore de ce côté-là. Donc, les modèles peuvent générer des hallucinations. C'est comme ça que c'est appelé dans le domaine. Il commence à comprendre, il va dans une direction par lui-même et c'est pas bon. Ben, le modèle génère une réponse dont il a l'air très confiant, mais que c'est pas du tout vrai. C'est ça. Ouais. C'est quand tu fais de l'entraînement qui n'est pas supervisé, que tu laisses continuer constamment à s'améliorer. Et le danger, c'est ça.
Exactement. Donc, faut mettre les guardrails en place. Donc, ça va prendre... Ça, c'est quelque chose qui est à développer, la vérification de la qualité. Donc, il y a beaucoup d'efforts qui est mis là-dessus présentement. Puis ça, c'est rendu encore plus difficile par le fait qu'un modèle statistique comme GPT, pour une même entrée, ne va pas générer la même réponse 2 fois. Ah oui. Donc, mais le souhait est qu'à chaque fois, c'est quelque chose d'assez semblable. Que la distance sémantique n'est pas trop grande d'une fois à l'autre. Donc, il faut développer des systèmes pour tester ça jusqu'à temps qu'on arrive à un intervalle de confiance qui est acceptable. Et puis, on peut aller, pour ce domaine-là, du moins, on peut aller avec un système comme ça pour répondre directement au client. Contrôler la déviation, que ça ne soit pas trop hors contexte, ça se ressemble. Exactement. Mais je pense que, du moins pour un bon bout de temps, il va toujours avoir quand même des agents humains qui vont intervenir pour des choses comme l'assurance, la finance, le médical. Ça va être un bon défi de gestion du changement. Parce que, en même temps que je suis très content que des entreprises comme OpenAI et d'autres qui offrent des services maintenant avec l'AI, ils sont en train de démocratiser et d'enlever cette image que c'est mauvais, que les films de science-fiction nous ont donné il y a 15-20 ans sur l'intelligence artificielle. C'est que les gens ont toujours peur que ça va nous contrôler, ça va faire ci, ça va faire ça. Ça, c'est pas aidé par le fait que Elon Musk ou d'autres personnes connues se prononcent dans ce côté-là. Puis des fois, c'est... Pour moi, ce raisonnement-là est difficile à suivre des fois, mais il y a certainement une crainte qui demeure. Bien sûr, il faut encadrer. Je pense que tu as déjà dit ça plusieurs fois, on en a parlé. Le mot, c'est vraiment encadrer et c'est ça le rôle qu'un gestionnaire... C'est très important, que ça ne soit pas juste des gens techniques parce que, comme on a dit, c'est facile à perdre la vue du haut quand tu es dans ton code en train de vraiment ajuster tous tes algorithmes, s'assurer que le modèle s'entraîne. Mais oui, mais c'est quoi le but de ça? C'est mieux servir le client, n'est-ce pas? Exact. Ou d'optimiser le profit de l'entreprise donc, et s'assurer que ça ne dérape pas. C'est ça. Puis on n'a pas parlé encore du côté éthique, du côté légal, des normes légales qui sont en train d'être mises en place. Puis l'Europe, ils sont un peu en avance là-dessus par rapport à nous, mais ça va venir aussi. Parlons de ça maintenant. J'ai vu justement que les Européens, ils sont un pas en avance par rapport en Amérique du Nord. Est-ce que vous commencez à regarder pour ça, pour pousser, ou vous dépendez d'une autre agence qui va vous indiquer c'est quoi les normes? Comment ça fonctionne? Bien, on commence déjà à se structurer en tant qu'entreprise pour pouvoir fonctionner avec ces nouvelles normes-là qui vont arriver. Donc, on a déjà un comité qui s'occupe de l'éthique de tous les modèles d'IA qui sont développés. Donc, eux revoient systématiquement toutes les utilisations et puis vont s'occuper de voir que ça répond aux normes d'éthique, puis ça va avec le consentement des clients. D'utilisation de leurs données. Et puis, il faut être capable, quand on conçoit un système, de pouvoir prévoir que quelque chose comme GDPR en Europe qui demande qu'on doit permettre à un utilisateur de décider, pas un utilisateur, pardon, un client, d'effacer toute trace de ces données dans notre système. Bien, il faut que le système soit instrumenté de façon à ce que ce soit possible, puis qu'on soit capable de suivre la trace de partout où il peut avoir des données reliées à ce client-là. Et puis là, ça amène le point à un modèle d'intelligence artificielle qui a été entraîné à partir de données clients. Est-ce qu'on considère que ce modèle-là contient encore la donnée client, même si le client est plus visible, par exemple, mais il y a des liens entre le input et le output qui ont été dérivés à partir des données de ce client-là. Donc, ça, c'est encore une question en développement. OK, pour que d'autres personnes n'aient pas accès aux informations d'un autre client, genre.
Que le modèle ne soit pas « Ah, j'ai gardé en mémoire certaines... C'est que les données du client, d'une certaine façon, ont contribué à pondérer les paramètres du modèle. Mm-hmm. Ouais, ça a l'air très simple de dire « Oui, le modèle va tout apprendre, mais quand on regarde très creux, on voit c'est quoi les enjeux qu'il peut avoir pour la confidentialité, l'éthique. » Et comme on a vu dans le cours à l'UQAM, déchiré, les biais. Oui. C'est un gestionnaire autant qu'humain. Il fait toujours face à des biais qu'il faut qu'il fasse attention. Et si c'est des gens qui vont préparer les données pour entraîner un modèle, pour solutionner un problème ou faire une prédiction, il faut faire très attention à la qualité des données qu'on met. S'il y a des biais dans ces données, le modèle va apprendre à faire du biais. Exactement. Donc, je pense que le fait que tu as un gestionnaire qui est apte, qui est là en train de surveiller ça, il est au courant de ça. Parce que, Exactement. Il y a aussi le problème de l'explication des résultats du modèle, de rendre ça intelligible pour la partie prenante qui consomme le résultat du modèle. Ah, effectivement. Donc, imaginons qu'on demande un prêt à la banque et c'est refusé, puis la personne peut demander pourquoi. Puis sans avoir beaucoup de transparence et de capacité à expliquer, le préposé peut être mal outillé pour expliquer que le modèle a donné 0,7 de confiance, mais ça aurait pris 0,8 pour qu'on accorde le prêt. Puis, il passe. mais le modèle en soi, c'est une matrice de chiffres. C'est opaque, c'est difficile à expliquer. Exact. C'est comme une fonction compliquée qui maximise l'évidence des exemples d'entraînement. Mais en soi, ça explique rien. C'est ça ce qu'on appelle la boîte noire, c'est que on sait les données qu'on met, on donne le data et la réponse, mais le raisonnement qu'il prend pour le faire, on ne le sait pas exactement. Est-ce qu'il a pris telle variable? C'est quoi l'importance de telle variable dans la décision? Donc, c'est effectivement un sujet assez délicat. Et puis ça, c'est un feature de la dernière version du modèle de ChatGPT, de OpenAI. C'est d'expliquer la réflexion puis le raisonnement qu'il a pris pour arriver à une réponse. Ah, c'est bon ça. Donc ça peut peut-être aider. Ah, OK, c'est intéressant. Très intéressant. Au moins, tu peux te baquer sur pourquoi le modèle a choisi telle chose ou telle décision. Exactement. Tu vois son raisonnement et ça permet aussi de diagnostiquer s'il y a eu un biais, peut-être. Parce que tu dis, il a oui, si tu te rends compte que tu n'es pas d'accord avec les prémices ou que les prémices sont fausses qui ont été utilisées dans le raisonnement, peut-être que tu peux remettre en question le résultat. Mais bon, ça, c'est un feature de ChatGPT. Pour le reste des modèles de prédiction traditionnels, on n'a pas cette possibilité-là. Ouais. Et les modèles traditionnels répondent encore à la plupart des problèmes. Ça, c'est un autre point, c'est qu'il y a un engouement pour ChatGPT, mais ça ne veut pas dire que c'est la bonne solution à tout également. Non, c'est sûr. Tant au point de vue de la précision que des coûts, parce que faut considérer l'aspect aussi de déployer puis d'opérer des solutions comme ça. Oui, je pense qu'en ce moment, on vit la transition qu'on a vécue quand le premier ordinateur a été mis et accessible aux entreprises. C'était très dispendieux. Juste les entreprises qui faisaient beaucoup d'argent pouvaient s'acheter, c'était 6 millions pour un ordi qui faisait juste des calculs de base. Et là, au fur et à mesure que les pièces, les gens optimisaient ça, le coût de matériel baissait, là, tout le monde achète. Et j'ai lu que tout le monde pense que ça va se passer avec les AI. En ce moment, ce n'est pas toutes les PME qui peuvent s'acheter l'infrastructure pour commencer à utiliser, mais avec le temps, ça va être plus démocratisé, ça va être plus accessible. Définitivement. OpenAI vient de rendre disponible des versions mini de ChatGPT. Donc, le principe est que
pour beaucoup de questions dans le cadre des opérations d'une entreprise, on n'a pas besoin d'un modèle qui peut te répondre dans le style de Molière. Donc, ils peuvent faire des versions plus light des modèles pour des choses plus concrètes ou techniques. Ouais. Et puis laisser ChatGPT pour vraiment quelqu'un qui en aurait besoin pour un peu plus de créativité. Et aussi, côté matériel, il y a certains géants comme NVIDIA qui dominent le marché. Et je pense qu'au fur et à mesure que des compétiteurs mettent la place aussi, le prix va baisser parce qu'il va y avoir plus de compétition. Ils vont optimiser les coûts là-dessus. Donc, je pense même Apple, ils commencent à intégrer l'intelligence artificielle dans les produits qu'ils vendent. Donc, petit à petit, je pense que tout le monde va commencer à avoir ça dans leur quotidien. C'est tellement intéressant pour NVIDIA. C'est le développement qui s'est passé pour eux parce que NVIDIA, traditionnellement, faisait des cartes graphiques. Puis eux étaient là pour l'industrie du jeu vidéo. Ouais. Et puis, avec le développement des jeux 3D, c'est des jeux qui nécessitent beaucoup de multiplication de matrices pour permettre le 3D en temps réel. Donc, les cartes graphiques ont développé leur GPU pour être très efficaces à multiplier des matrices. Mais incidemment, c'est exactement ce que tu as besoin de faire pour l'AI. Donc maintenant, eux, c'est leur cheval de bataille, c'est l'AI. C'est ça, au début, je me disais, pourquoi on a besoin des cartes graphiques pour faire l'entraînement? Ah, mais c'est des matrices. Matrices des RGB, les canaux de couleurs. Exactement. C'est ça, tu as besoin des chiffres, tu fais des matrices, et c'est ça ce que les modèles utilisent pour s'entraîner. C'est un add-on pour eux. Exactement. C'est un bon add-on. Ouais, après, maintenant, les entreprises sont en train de comprendre comment faire ce genre de calculs pour pouvoir mettre en place. Des cartes graphiques font ça. C'est juste drôle comment ça s'est bien passé pour eux. Oui. Mais aussi, je pense qu'ils se sont bien adaptés au changement. Et c'est ça, je pense. C'est un bon exemple. Une organisation apprenante. Ils ont vu, il y a l'opportunité. Ils ne se sont pas tenus à leur raison d'être originale. Ils n'ont pas fait comme Kodak, disant non, la photo digitale, ça ne va pas poigner, les gens aiment ça, la photo imprimée. Malheureusement. Ou l'exemple de Michel dans le cours de marketing, les forgerons qui ont persisté à faire des fers à cheval parce que pour eux, c'était ça leur business plutôt que d'être dans la maintenance de transport. Ils ne se sont pas adaptés. Exactement. On a vu ça dans l'histoire, plusieurs entreprises qui n'ont pas voulu s'adapter. Et je pense que c'est ça, autant que gestionnaire aussi, tu dois favoriser et faire la promotion de l'innovation à l'entreprise pour que les gens ne se prennent pas pour acquis. C'est comme ça qu'on fait, on ne s'adapte plus, on reste là-dessus. Exactement. Il faut avoir une direction, mais être léger quand même, puis agile avec ça. Et c'est ça, c'est vraiment un atout très important. On s'approche de la fin. J'ai juste une ou deux questions pour qu'on complète. On a discuté rapidement l'aspect l'AI va remplacer des jobs, des gens. C'est quoi ton avis là-dessus? Parce que je pense que ça va remplacer le travail répétitif, mais que ça ne met pas en danger. Ça met pas en danger pour la plupart des gens leur travail. Ça permet d'aller plus loin puis de créer plus de valeur. Puis je veux dire, l'informatique a été bâtie sur une série d'abstractions comme ça pour pouvoir aller plus loin. Ouais. Donc, à un moment donné, au début, la programmation, il fallait connaître exactement l'architecture du microprocesseur pour savoir comment bouger l'information d'un registre à l'autre et tout ça. Les programmes étaient composés comme ça. Donc, on peut comprendre que c'était très fastidieux, même pour faire quelque chose de très simple, un simple calcul. Donc, mais ça, avec le temps, on a eu des langages de programmation plus expressifs, des librairies de programmation qu'on utilise. Donc, l'informatique s'est développée comme ça en ajoutant des couches d'abstraction de plus en plus intelligibles.
sans avoir besoin de comprendre tous les détails. Puis là, la dernière couche, c'est ChatGPT puis les Large Language Models. L'an passé, j'étais à la conférence de Databricks, une grosse solution dans le domaine. Et puis le thème de la conférence, c'était « English is the new programming language », voulant dire que on n'a plus besoin de savoir programmer, on a juste besoin de savoir parler en anglais ou n'importe quelle autre langue parce que ChatGPT comprend plusieurs langues et puis tu as juste à décrire la tâche et puis ChatGPT peut très bien te donner du code qui fonctionne pour... Et après, tu ajustes aux besoins. Exactement. Donc maintenant, tu peux... Ça élève le niveau des problèmes qu'on peut résoudre. Maintenant, je me dis... Ça va toujours prendre des gens qui comprennent toute la stack. Mm-hmm. Ça, c'est une question que j'ai personnellement, puis j'ai pas de réponse à ça, si les nouvelles générations apprennent directement avec ça. Ouais. Donc, moi, je suis assez vieux pour avoir programmé en C ou des langages de programmation plus bas niveau où tu as besoin de gérer la mémoire puis faire des choses qui sont plus nécessaires du tout dans les programmes maintenant. Puis, je garde un certain préjugé de gens qui n'ont pas appris avec ça. Puis je me dis, ils ne peuvent pas avoir la même rigueur dans leur développement s'ils n'ont pas eu à se... Ils n'ont pas vécu le pire, le complexe. Exactement. Donc, je ne sais pas. Je me dis que ça prend encore des gens qui vont comprendre toute la stack optimisée, mais au moins... Chacun s'occupe du niveau où il doit contribuer, puis on peut aller plus loin globalement comme ça. C'est sûr que le marché du travail va changer. Pour le bien, pour le pire, je pense que c'est plus pour le bien. C'est exactement quand les ordi sont apparus. Tout le monde disait ça va enlever tous les jobs de tout le monde. Au contraire, ça a créé tellement de nouvelles industries, tellement de nouveaux postes de travail. Et on voit la même chose avec l'AI. On commence à mettre en place des programmes pour former les gens. Donc, comme tu dis, ça prend des gens qui connaissent comment ça fonctionne la technologie, faire l'entretien, la maintenance, à préparer les composantes et tout. Donc, le travail va juste changer. Les postes de travail moins bonifiés, eux, ils vont disparaître. Et déjà, on a du mal à trouver des gens qui veulent faire des tâches répétitives. Personne ne veut ça aujourd'hui. C'est trop monotone. Des fois, il y a des accidents de travail dans l'industrie manufacturière. Le nombre des gens qui se blessent au travail parce qu'ils font des tâches répétitives, ils perdent le focus, l'attention et se blessent. Exactement. Ouais. On n'est pas fait pour ça. Donc, ça, c'est des choses qu'on pourrait avec plaisir donner à l'intelligence artificielle. Maintenant, tout ça demande aux gens de se garder un peu à jour autant qu'ils peuvent avec ça, puis d'accepter le fait que toutes les entreprises sont des entreprises de technologie maintenant jusqu'à un certain point. Puis, exact, ouais. C'est quelque chose à accepter, puis si on veut capitaliser là-dessus. Il ne faut pas avoir la vieille mentalité, on a toujours marché de même, on ne va pas changer, sinon ton entreprise va disparaître. Exactement, puis les nouveaux qui entrent sur l'industrie, qui n'ont pas tout le bagage, eux peuvent aller très vite en utilisant ça day one, donc... Oui, exactement. Faut rester à l'affût. Ah, mais ça a été très intéressant de t'avoir parmi nous, Karim. Un sujet très, très, très important. Je pense qu'on aurait pu parler encore 2 heures là-dessus. Je pense que oui. Ouais. J'espère que l'audience a apprécié. Donc, restez connectés pour d'autres épisodes et des sujets intéressants touchant la gestion. Merci beaucoup. Au revoir. Merci Diego.